du 7. C'est un nouvel épisode de spin-off spécial Ludiverse, la conversion 100% dédiée aux jeux de société, figurines, jeux de rôle et TCG. Est-ce que vous vous souvenez de cette époque, pas si lointaine, où sur Instagram, les gens se sont amusés à publier des starter packs d'eux-mêmes, faits par intelligence générative? Et ça m'a beaucoup énervé cette phase. Un peu comme celle des caricatures IA faites à la manière des studios Ghibli. Et puis, j'ai découvert un post de Maud Chalmel, une illustratrice qui, en réponse, avait dessiné à elle son starter pack pour dénoncer cette affreuse boîte de Pandore que l'on venait d'ouvrir. La même Maud Chalmel que j'ai découvert dans les pages de Fluide Glacial, illustratrice de jeux de société, de publications jeunesse ou, mes préférés, les illustrations du jeu Pénombre. Maud Chalmel, bonjour. Bonjour. Alors, comment vas-tu ? Tout va bien, tout va bien. Comment se passe ce festival Ludiverse ? C'est plutôt tranquille. C'est un festival qui est local pour moi parce que j'habite vraiment à côté. Mais c'est plus tranquille que Cannes, par exemple. Oui. Vraiment mais c'était une première édition, donc peut-être l'année prochaine, il y aura plus de rendez-vous. Oui, c'est ça que tu viens chercher dans des salons comme ça. C'est aussi des rendez-vous, des prospections pour plus tard. Oui, tester des prototypes de jeux qu'on me propose, par exemple, profiter de ce rendez-vous. Tout le monde se retrouve, on retrouve tous ses collègues de bureau, en fait, finalement, à un seul et même endroit. Il y a des accolades et des câlins, tout ça, parce que c'est un beau milieu, très humain. Et puis dédicacer aussi, beaucoup dédicacer, animer des tables rondes ou des conférences. C'est plein de rendez-vous. Et alors, cette passion pour la fantaisie, pour créer en images tout ce qui était sûrement déjà dans ta tête depuis toute petite, comment c'est né ? Alors, c'est né... le dessin en général ? Le dessin, oui. D'abord, Le dessin en général, je me suis rendu compte de ça quand on m'a posé la question un jour dans la rue, justement, une petite interview de rue. Et je crois que ça vient du fait que, tu sais, quand on est petit, tous les enfants dessinent. Moi, j'ai vu que quand je faisais des dessins, qui étaient exactement les mêmes que les copains-copines du même âge, en fait, ça foutait des étoiles dans les yeux des gens. En tout cas, les gens faisaient sûrement semblant. En fait. Oh, c'est beau. Et en fait, moi, j'aimais bien ces étoiles-là. Et je me suis dit, je vais continuer, moi, à foutre des étoiles dans les yeux des gens. Alors, j'ai continué, j'ai dessiné, puis ça a bien marché. Alors, c'était au détriment du développement cérébral d'autres choses, parce que je peux être absolument débile et incompétente dans d'autres domaines. Donc ça... mais c'est OK. Je sais pas tout faire, mais en tout cas, l'illustration, ça m'a beaucoup plu. Ça a développé des compétences. C'est aussi un refuge dans lequel je me retrouve quand ça va pas bien. C'est aussi un super chouette endroit quand ça va bien. Donc, en fait, je dessine tout le temps. Et comment ça a été appréhendé par tes proches, ta famille? Parce qu'en général, je sais que j'ai rencontré pas mal de dessinateurs et j'en ai interviewé pas mal aussi. Ils me disent, mes parents, ils étaient plutôt, tu veux pas faire un boulot plus pépère parce que là, on n'est pas sûr que tu gagnes ta vie. C'est du métier de saltimbanque, effectivement. Moi, mes parents, ils m'ont toujours dit, je m'en fous de ce que tu fais plus tard, du moment que tu es heureuse. Et c'est vrai que le bonheur, c'est quelque chose qu'on n'inculque pas, en fait. On ne dit pas, trouve un métier dans lequel tu vas gagner du pognon. On a toujours dit, sois heureuse. Et mes parents m'ont toujours soutenue. Ça les arrangeait bien aussi parce qu'il fallait... Mes parents, ils voulaient du calme, en fait, à la maison. Et moi, je sais que j'avais très peu d'espace pour la colère ou pour certaines émotions. Et le dessin, au moins, je sais que je foutais la paix à mes parents. Là où maintenant, c'est les écrans et la télé. Moi, le dessin, c'était déjà un refuge avant. Et au moins, je savais qu'à ce moment-là, j'étais calme. Et je sais que mes parents avaient des amis aussi qui se sont dit « Waouh, c'est ça, un enfant ! Mais c'est super, en fait !» Ils se sont rendus compte que non. Non, parce que lui, le leur ne dessine pas. Voilà. Oui. Et donc, c'était un espace de calme pour mes parents. Et ils m'ont beaucoup soutenue ensuite. Sois calme comme ça toute ta vie, c'est bien. Non, ils m'ont soutenue dans mes études. On n'avait pas beaucoup de sous, mais il y a des sacrifices qui ont été faits pour payer un an de prépa, par exemple. Et T'as fait une prépa de quoi ? Une prépa art aux ateliers de Sèvres de Paris. Mm-hmm. Il y a fort longtemps maintenant, parce que je suis vieille. Je pense que tu es plus jeune que moi. Ah, je sais pas. J'en ai 48. J'en ai 43. C'est pas beaucoup plus jeune.
On a fait la moitié de notre vie, quoi. Oui. Mais moi, il y a encore plein de choses à... Moi, tu me remets la même, très bien. Et est-ce que tu avais des univers de prédilection quand on commence dans le dessin? Il y a toujours un élément qu'on préfère dessiner. Certains, ça va être les décors, d'autres, ça va être les personnages. Moi, je dessinais que des personnages et jamais de couleurs parce que j'y arrivais pas. Et ça me saoulait, donc je dessinais beaucoup de personnages. J'étais j'ai commencé dans la féerie. Des féeries, des sirènes, des dauphins. Donc je me suis un peu séparée parce que j'ai voulu grandir. Donc j'ai rejeté cette période. J'ai eu une période manga aussi, comme tout le monde. Et ma fille, elle est dans cette période manga-là que je suppose qu'elle ne va pas quitter parce que... Quels étaient tes mangas et quels sont les mangas de ta fille? Alors, moi, j'aimais beaucoup les cartes de Clamp, tu vois. Oui, Karakura. Les cartes Captor, oui. J'aimais beaucoup Dr. Slump. J'ai adoré Monster et 20th Century Boys. Ah oui, là, il y a un saut... Ouais, il y a un lag. Voilà. Urasawa de manière globale. Oui, c'est ça. Oui. Et ta fille? Et ma fille, alors moi, je suis un peu paumée, je la laisse dans ces trucs. Elle m'épate complètement. Elle est dans des univers très sombres. Beaucoup de Demon Slayer. Beaucoup. Elle me dit, mais tu vas voir, il y aura vachement de monde pour la sortie du film et tout. Je fais, attends, c'est un manga, calme-toi. Tu vas être déçu. Et je suis arrivée, j'ai vu la queue, j'ai fait, ok. Et non, c'est une belle prod, très bien. Oui, puis en plus, c'est bien. Alors, c'est une toile de fond très sombre, mais l'histoire est étonnamment lumineuse, en fait. Parce que c'est pas du tout des personnages nihilistes ou. Non, c'est vraiment des gens qui sont bienveillants, qui veulent partager, Oui, c'est ça. Sauver le monde, mais pour les autres. Puis tous les méchants, ils ont généralement une backstory qui est hyper touchante, et on se dit, c'était pour ça qu'il est méchant. Oui, il y a un appel à l'empathie, c'est très très bien. Du coup, c'est certes très violent. Elle a commencé à regarder et lire, elle devait avoir 10-11 ans, et j'ai fait attention quand même. Et je voyais qu'elle se foutait de la violence physique. Enfin, ça l'affectait pas à cette hauteur-là, si tu veux. Mais elle était vraiment accrochée, justement, quand tu parlais des backstories. C'est ça, en fait, c'est comprendre pourquoi cet individu-là est dans cette phase démoniaque-là, parce que littéralement, il y a eu un passé douloureux et chaotique. Oui. Moi, je le vois avec ma fille aussi qui a 12 ans et qui lit beaucoup de mangas aussi. Ouais. Et initialement, j'avais plein de peur en me disant ça c'est un peu sombre. Ou même des fois, elle va lire des shonen qui datent quand même des années 80 avec une vision, une hypersexualisation de tel ou tel personnage. Et en fait, je trouve que c'est une génération qui est tellement plus équipée et qui sait séparer le truc, il dit non mais comme ma fille m'a dit un jour, je sais que l'auteur il a pas vu beaucoup de femmes dans sa vie, et elle me dit mais par contre c'était à propos de Fairy Tail, et elle me dit mais par contre les filles elles sont badass, voilà. et donc elle a gardé ça, elle a dit le reste c'est un garçon quoi, donc c'est ça. Après tu vas avoir des stéréotypes aussi dans les mangas sur lesquels elle va vouloir s'accrocher, et du coup c'est plus ici que je me méfie aussi, c'est l'acceptation de soi, les corps physiques, ces corps filiformes et ces canons de beauté. Donc voilà, c'est plus ça que je surveille. Oui, je comprends totalement. Et donc, une fois que tu as un petit peu, que tu as mis de côté, que tu as laissé dans l'enfance ces personnages féeriques, tu t'es mis à dessiner quoi ? Écoute, je suis toujours restée dans des mondes oniriques, de toute manière. Je parle pas de fluide glacial, mais ça c'est ma petite récréation. Mais oui, toujours l'onirisme, le chamanisme, les magies spirituelles, les petites magies, les grandes magies. Des choses qui nous font voyager ailleurs. Voilà. T'as des œuvres de littérature ou des films qui justement transcrivaient totalement cette passion-là et qui t'ont suivi et qui t'ont inspiré également ? Écoute, j'ai eu beaucoup de difficultés à lire toute mon enfance, et il y a eu quelques lectures qui m'ont fait décoller. Et puis après, je me suis rattrapée en culture littéraire. Et
je sais qu'il y a eu des lectures vraiment qui ont fait beaucoup écho, notamment c'était Marguerite Yourcenar, je crois, c'est l'histoire du vieux Wang Fo, je ne sais pas si tu connais, oui. C'est dans les Nouvelles Orientales. Et l'histoire du vieux Wang Fo, elle m'a foutu les poils de dingue, et c'est l'histoire d'un vieil homme qui peint des univers pour un empereur, et l'empereur veut découvrir le monde, veut découvrir vraiment pourquoi le peintre peint ça. Il veut voir la réalité. Il se rend compte en sortant de son château que l'extérieur est loin d'être aussi onirique, aussi splendide que ce que peint le vieux Wang Fo. Et il lui fait couper la tête, je crois. Enfin, ça finit, mais d'une violence et d'une beauté, d'une poésie. Et tu m'as menti, vieux Wang Fo. Et le monde ressemble pas à tes toiles. C'est parce que le monde, c'est de la pluie qui souille, c'est de la boue, alors que lui avait un regard sur le monde où il voyait le vent dans les saules. Enfin bref, tout, c'est un autre regard en fait. Et c'est comme quand je voyageais beaucoup avant. Après, je suis devenue écolo. J'ai beaucoup voyagé quand je me posais dans une ville où je dessinais mes petits crobards, et je dessinais pas forcément les jolis monuments ou les jolies choses. Parfois, je pouvais voir une gouttière avec de l'eau et de la mousse qui poussait dessus, et je m'asseyais et je dessinais. Les gens qui passaient autour regardaient et ne regardaient pas cette gouttière et la beauté de cette petite chose. Et du coup, en fait, on est un peu un média où les gens regardaient et disaient « Ah ouais, c'est ça. Ah, mais oui, c'est vrai que c'est... Ah !» C'est pas seulement... je cherchais pas à faire un joli dessin, mais en tout cas, apporter un autre regard. En fait, je cherchais même pas à l'apporter. Mais... Déjà, un regard. Oui, c'est Parce ça. qu'en fait, c'est quand tu cristallises un morceau de ton panorama, mais sur une feuille, en l'accentuant ou en lui donnant une certaine couleur, une certaine texture, oui. C'est une invitation à rentrer dans ta tête et à voir les choses à travers tes yeux. Oui, c'est ça. L'art propose. C'est ça. On vous fait mais même dans le cinéma, en fait, le cinéma, c'est une proposition de comment on voit les choses, et c'est une interprétation du réel. Mais c'est d'ailleurs pour ça que assez souvent, j'estime que l'illustration est l'art ultime, parce qu'en fait, là où la littérature, il y a déjà une barrière qui se fait sur tout simplement la possibilité de savoir lire. Oui. Et donc c'est pas donné à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui lisent mal. Mais par contre, un dessin, où que ce soit sur la planète, on montre un dessin, et oui. On peut comprendre, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi une arme des fois de sédition, quelle qu'elle soit. C'est que c'est pas un hasard si on ne représente pas Bouddha, on ne représente pas Mahomet, parce que le dessiner, c'est quelque part le faire passer à travers c'est le rendre existant, oui. Aussi, et palpable presque. Ouais. Et donc, quand tu as fait cette formation de dessin, ensuite, comment s'est passé ce passage à la professionnalisation ? C'était super. Déjà l'école, moi je rentrais pas dans les cases à l'école. Hein. J'ai beaucoup lutté pour avoir mon bac, et je voulais tellement me débarrasser de ma scolarité que je voulais surtout pas redoubler. Du coup, ça me demandait beaucoup d'efforts pour rentrer dans le moule. Et c'était quoi la peur du redoublement ? Se retaper une année d'école, quoi. C'était voilà. Juste ça, c'était vraiment l'envie de quitter le lieu. Pas de perdre ses copines ou... bourrage de crâne. Non, pas du tout. C'était vraiment le bourrage de crâne, le rentrer dans le moule, tout ça. C'était un système qui n'était pas du tout adapté à mes facultés intellectuelles. Et ensuite, moi, je voulais tout de suite trouver un travail et tout de suite dessiner. Et mes parents m'ont dit, non, tu vas passer ton bac et tu vas faire des études. Et tu resteras à la maison tant que tu en auras besoin, et il n'y a pas de souci. Et je les remercie beaucoup pour ça. Ensuite, dans ma scolarité, c'était les meilleures années de ma vie parce que pour le coup, j'étais pas la première de la classe, mais j'avais un bon niveau. Pour la confiance en soi, ça aide beaucoup. Ça. Là où la scolarité, quand tu rentres pas dans le moule, ça aide pas. Et donc là, c'était vraiment, vraiment super chouette. Et ensuite, sur le marché du travail, j'ai fait du stage d'entreprise.
Et puis ça me convenait pas non plus. Je pense que je retrouvais des petites failles sociales que j'avais à l'école ou ce genre de trucs. Et du coup, je me suis très vite lancée dans l'indépendance. Et comme j'avais des parents qui me disaient « tu prends le temps qu'il te faut pour trouver un logement et avoir les moyens de le faire », donc je suis restée longtemps à la maison, chez papa, maman, enfin chez papa du coup. Et puis j'ai commencé à gagner très peu au début. Je gagne toujours pas beaucoup, mais ça me va. Tu te souviens de ton premier contrat rémunéré ? Oui, bien sûr, ouais. C'était les studios Timto, les studios d'animation, qui m'ont demandé de faire leur logo, parce que du coup, comme l'illustration, c'est un milieu blindé, on m'avait dit, prends un métier qui a de l'avenir, quoi, où il y a de la place. Donc j'ai fait une formation de graphiste, où j'avais toujours des cours d'illustration un peu à côté, mais c'était vraiment, on apprenait aussi la typographie, la mise en page, les identités visuelles. Et là, c'était à l'EPSA, une école à Ivry, que j'ai adorée, vraiment, avec de l'histoire de l'art, tout ça. Du packaging aussi, du web, enfin, vraiment un peu tous les corps de métier de l'art appliqué en général. J'ai jamais vraiment oublié l'illustration, mais j'ai fait beaucoup d'identité visuelle et de logo, ce qui m'aide ensuite maintenant, aujourd'hui, quand je dois faire une couverture pour un jeu ou pour un livre, de créer son logo, de l'intégrer à l'image, de comprendre l'ordre de lecture, donc c'était... Oui, parce que je sais que c'est souvent quelque chose qui peut justement s'opposer à l'illustration même, quand un illustrateur travaille sur une formidable couverture, mais que c'est pas lui qui va poser le logo ou la charte graphique, et tout d'un coup ça se pose en plein milieu du dessin et on se dit ça servait bien que je me donne du mal. Oui, et donc là, toi, les deux casquettes te permettent d'anticiper où il va falloir placer le titre. C'est vraiment très pratique. Après, ce qui est, c'est que quand tu intègres bien un logo à une illustration, ensuite il faut savoir bien l'intégrer dans d'autres langues. Et ça, c'est plus pénible. Et durant toute cette période, est-ce que tu as songé à faire de la bande dessinée ou à créer tes propres univers ? On me l'a beaucoup demandé, enfin on me l'a souvent demandé. Pour moi, la bande dessinée, c'est vraiment très très difficile. Ça me demande un effort, c'est un vrai marathon de faire une planche, d'en enchaîner plusieurs d'affilée. C'est vraiment, on parlait d'accouchement à la conférence de tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est un vrai accouchement douloureux. Après, quand c'est fait, c'est cool. Mais c'est pas quelque chose de naturel pour moi, parce que je vais vraiment traiter l'illustration, comme je viens du milieu de l'illustration, je vais traiter chaque case illustrée. Maintenant, j'apprends à traiter par planche, donc la règle des 1/3, 2/3, par exemple, en termes de couleurs. Mais oui, je travaille plus la planche dans son ensemble et ensuite l'album dans son ensemble pour créer une cohérence visuelle. Je suis encore très débutante et j'ai encore plein de choses à apprendre, mais j'avais très envie si un jour je crée une BD, de pouvoir faire un peu ce que je veux, de pouvoir casser les codes, sauf que j'ai appris aussi que pour pouvoir casser les codes, il faut les maîtriser. Donc, Fluide Glacial a vraiment été pas une cour de récréation, mais disons une entrée en matière très agréable et très accueillante. Ils m'ont mis très à l'aise dès le départ. C'est vraiment des personnes formidables derrière. Ils sont adorables en plus et ils m'ont dit tu fais ce que tu veux. Nous juste, on peut ne pas accepter ne pas accepter une planche que tu nous proposes. Et en fait, quasiment toutes mes planches ont été acceptées, donc ça s'est bien passé. J'ai aussi fait des erreurs. Aujourd'hui, je revois mes premières planches d'il y a 6 ou 8 ans et je fais mais voilà, ça m'a permis d'apprendre et je les remercie beaucoup pour ça. Et il y a t'as deux casquettes, parce qu'il y a évidemment l'illustratrice qui, force est de constater, maîtrise désormais très bien la couleur. Oui, contrairement à ce manque dont tu parlais au tout début. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a ce personnage, cette dessinatrice, où tu as fait des petits posts sur ton compte Instagram en forme de bande dessinée, qui sont extrêmement drôles. Et tu les as vus ? Mais oui. Et je me disais, mais en fait, là, il y a quelque chose. Il y a vraiment une caricaturiste qui
qui s'est chopé quelque chose. Oui, déjà, ça se fait beaucoup. On est vraiment une génération où il y a l'autobiographie, enfin la BD autobiographique a beaucoup de place et c'est bien. Moi, j'ai connu ça depuis Keck et Boulet aussi. Keck qui est un ami maintenant. Boulet, j'aimerais bien. mais oui, les bandes dessinées autobiographiques, c'est super chouette. C'est vraiment une place pour s'exprimer, raconter sa vie, ce qui se passe dans notre tête, nos incompréhensions, et puis le côté drôle ou sombre qu'il peut y avoir. Après, oui, ces petites lignes, comme j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de mes projets personnels, ça, c'est aussi récréatif. J'ai voulu vraiment chercher un trait qui soit rapide, fluide, sans couleur ou très peu. Et voilà, donc c'est plutôt économique comme média. Enfin, le traitement que j'ai pu lui donner est assez économique. Et cette rencontre avec l'illustration de boîtes de jeux, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu es toi-même joueuse ? Alors, je n'étais pas joueuse. Moi, ça me saoulait beaucoup, les règles de jeu, tout ça, qu'on m'explique une règle à table. Je comprends rien, viens, on joue parce que c'est sur le terrain que je vais piger. Et c'est vraiment ça. Mais je sais qu'il y a encore énormément de gens comme moi. Et maintenant, je le suis plus. Ouais, voilà, tu vois. Oui, moi, ça peut sembler paradoxal, mais moi, quand il faut passer plus de temps à lire les règles qu'à jouer. Mais oui, c'est ça. Et ça après, quand t'es dedans, c'est vraiment super cool. Et puis, tu peux sortir si vraiment t'es en saturation. Voilà, mais il y a eu. Maintenant, ça va. Il y a encore un peu de flemme parfois, mais puis maintenant, je suis jury aussi au Flip. Jury Flip Création sur des prototypes. Et là, on a. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le Flip ? Ah oui, c'est le Festival international ludique. Festival ludique international de Parthenay. Et donc chaque année, il y a un jury qui vient sélectionner plein de prototypes et on va lire les prototypes. Enfin, c'est juste de la lecture de règles et on doit voir ce qui ressort. Qu'est-ce qui est plus original qu'un autre, qu'est-ce qu'on a envie de sélectionner pour ensuite y jouer sur le festival, le tester et primer les meilleurs prototypes dans chaque catégorie. Donc là, je sors de ma zone de confort à mort parce que je me fade des règles. Là, cette année, on est actuellement dessus, on en a 228, ce qui est beaucoup, beaucoup. Et puis moi, j'essaie de m'appliquer en fait. Il y a 228 propositions ? Ouais, il faut toutes les lire. Ok. Et donc, vous avez vraiment intérêt à sortir du lot pour. Et j'ai pas envie de bâcler mon travail, donc je veux vraiment voir qu'est-ce qui est proposé. En plus, aujourd'hui, on est vraiment dans la surproduction. On suit la même économie que la bande dessinée, avec les mêmes travers économiques, à savoir, on doit remplir les étagères, il faut créer pour exister, absolument. Je te parle même pas de l'IA générative qui vient dans le sens de ça, qui est que mon proto, je vais l'illustrer en IA parce que ça va faire venir, enfin tu vois, les joueurs, les bêta-testeurs vont être peut-être plus attirés. Même si au final, tout va finir par se ressembler. Avec l'IA, oui. Oui, bien sûr, mais ça leur fait pas peur. C'est vraiment, mais même en tant qu'éditeur, j'édite pour exister, quoi. C'est dommage. Moi, je demande à ce que ça me dérangerait pas de travailler moins, mais de travailler mieux. Et je pense que le monde à grande échelle sur plein d'autres choses, notre manière de se nourrir, de consommer, de même regarder, tu vois, le cinéma. Oui, non, mais même les séries. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment. On produit, mais même sans mettre en valeur ce qu'on produit, juste parce que il y a un cahier des charges qui dit vous devez produire tant de séries. Et non, c'est un. Mais et du coup, pour en revenir à ces prototypes qui sont très nombreux, ça reste une très bonne chose parce qu'il y a énormément de personnes qui font cette activité pour le plaisir d'abord et avant tout. C'est des hobbies, en fait. Auteur de jeux ou autrice de jeux de société, c'est devenu un hobby. Après le travail, je vais faire mes petites tests, je vais découper mes petits papiers, je vais faire jouer madame et monsieur et mes enfants et la famille. Et je trouve ça super chouette. Mais ça prend vraiment de l'ampleur. On en a de plus en plus chaque année, ce qui est une bonne chose.
ce qui n'est pas très pratique pour avoir une vision sélective. Mais voilà, c'est très agréable. Donc oui, je suis sortie de ma zone de confort sur ce jury. Je ne sais pas pourquoi on parlait de ça d'ailleurs. Parce que je te demandais si tu jouais, si tu étais toi-même joueuse. Ah oui, comment ça arrivait? Alors, donc j'étais pas joueuse, mais par contre, mes copains, oui. Et je traînais beaucoup au Bois-Rieur de Vincennes, qui était une boutique qui n'existe plus maintenant, qui a tenu 15 ans. Et je regardais les autres jouer. On me disait, tu veux jouer? Non, non, c'est bon. Et je dessinais dans mon coin et j'aimais bien cette atmosphère, cette émulation. Même si je comprenais pas les règles, j'étais dans ma bulle et je riais avec eux et j'aimais bien. Et là-bas, c'était ton studio de dessin à toi? Ouais, un peu. C'était mon workshop extérieur, tu vois. Mon petit atelier. Et un petit QG, c'était le QG de plein de gens. Et puis, il y avait un auteur, Henri Kermarek, qui traînait pas mal là-bas, que j'avais jamais croisé, en fait. Qui traînait pas mal là-bas. Et moi, j'avais fait l'identité visuelle de cette boutique. J'avais fait le logo, j'avais sculpté l'enseigne en bois aussi, j'avais fait plein de choses. Et puis, j'avais fait un faire-part de naissance aussi pour des amis qui étaient vincénois. Et le faire-part s'est retrouvé en maternité. Et Henri Kermarek, sa femme, a accouché dans la même maternité. Et il a vu mon faire-part. Et il a fait le lien avec le logo du Bois-Rieur. Et il s'est dit, je vais la contacter et peut-être que ça lui ferait plaisir d'illustrer mon jeu. Et paf, Sigrid est arrivée, ou Sigil, je sais même plus comment, enfin voilà. Et Sigrid, c'était mon premier jeu. Et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à l'illustrer. C'était comment te dire, j'avais vraiment pas envie de compter mon temps dessus, j'avais envie de me faire plaisir. C'était mon premier projet éditorial concret. Alors, à défaut de travailler dans l'illustration de livres, je me suis dit, le jeu, c'est bien. On va s'essayer, ça fait des jolies boîtes, ça fait des jolies boutiques aussi, et des jolies couleurs. Donc je me suis vraiment fait plaisir sur ce jeu, et ça a été le début d'une pelote de laine qui s'est déployée, et voilà. Et comment tu procèdes en termes de création artistique pure quand on te commande une couverture? Parce qu'en fait, dans beaucoup de tes illustrations, j'ai retrouvé la même dimension du livre de contes où on voit c'est juste les profils ou les images comme ça sur une forêt, ou enfin il y a vraiment cette idée de je pensais à Azur et Asmar, mais voilà, quelque chose qui évoque et qui ne montre pas précisément, mais qui évoque un univers. Alors, dans le jeu de société, en couverture en tout cas, on doit évoquer l'univers du jeu. Maintenant, on a vraiment une demande de la part des diffuseurs et peut-être aussi sûrement du public, des consommateurs. C'est de comprendre... pas la mécanique, pas le système de jeu, mais de comprendre quel type de jeu on va acheter. Est-ce que ça dès l'illustration? Dès la couverture. Normalement, tu vois, le geste, c'est tu prends une boîte de jeu, tu vois l'univers au recto, et pour comprendre le jeu, hop, tu tournes la boîte, ou tu swipes si tu es sur un site de vente, qui n'est pas Amazon. Voilà, il faut que je cite 3 marques. Philibert. Non, on n'est pas tenu aux mêmes règles que les médias généralistes. D'accord. Et donc, tu swipes ou tu retournes, et là, tu as vraiment le système de jeu. Là, on nous demande vraiment de faire des couvertures où on doit pouvoir évoquer si c'est de la tuile, si c'est du guessing, si c'est du coop, ou tu vois, si c'est un jeu enfant, si c'est bref. Donc, pas que avoir la cible et l'univers, c'est vraiment avoir le système de jeu. C'est une contrainte supplémentaire. Moi, j'aime bien aussi les contraintes. Après, je préfère évidemment l'illustration pure, mais c'est intéressant de voir cette demande-là. Et en moyenne, pour une boîte, ça te prend combien de temps? J'ai cru que tu allais dire ça te coûte combien. Le prix comme le temps, ça varie. C'est comme... en fait, ça dépend du brief aussi. Ça dépend de l'éditeur s'il est carré dans ça. Tu vois, si tu as un éditeur qui dit ta carte blanche, ou si tu as un éditeur qui va être bien carré, tu as des fausses cartes blanches aussi. C'est-à-dire, on va te dire, fais ce que tu veux, de toute façon, j'adore ton style. Et quand tu fais, on va te dire, j'imaginais pas ça comme ça. Oui, mais tu m'as pas dit comment t'imaginais, donc moi, je peux pas deviner. Donc, maintenant, j'ai un peu moins ça.
Peut-être que j'ai aussi pris la confiance et que, tu vois, c'est une affaire qui roule. Mais non, pas. Je fais des erreurs encore. Mais j'ai perdu le fil, pardon. Ah oui, combien de temps ça prend ? Combien de temps ? Ouais, ça varie, effectivement. Si on a une direction artistique qui est bien définie, ça peut vraiment rouler comme dans du beurre. Sur Tech Time, par exemple, c'était incroyable. J'ai une direction vraiment très très bien faite au petit poil et c'était très agréable. Sur Shaman, pareil, j'avais pas de direction artistique aussi bien cadrée. On m'avait juste dit fais un truc dans le genre là. Et mais ça coulait de source aussi. Alors c'était pendant le Covid, donc il y avait pas. Tu vois, j'étais en tunnelisation sur ce jeu. Ça peut prendre, ça varie. Tu vois, c'est comme construire une maison. Ça dépend de la maison. Ça dépend de la taille. Ça, moi, j'en construis rarement. Non, mais tu te doutes bien. Oui, ça doit être long. Ouais, voilà. Non, ça peut prendre. Puis ça varie d'un artiste à un autre aussi. Oui. Hein. Moi, je peux mettre 2 jours, comme je peux mettre 2 semaines. Ça dépend aussi des retours. Tu peux avoir. T'as des éditeurs qui vont te faire des retours 3 mois après ou 6 mois après, tu vois. Et tous les 6 mois, tu vas avoir un retour. Il faut rajouter ça et tout. Donc en fait, ça peut durer des années aussi, une couverture. Ça, c'est assez pénible d'ailleurs, parce que toi, t'as le temps d'évoluer, tu vois, dans ton style, de changer tes brushes. Donc ça, c'est un peu chiant. Tu dessines sur tablette ou sur papier ? Alors, je dessine encore un peu sur papier. Tu vois, sur Pénombre, par exemple, qui est un jeu de rôle, on m'a vraiment demandé expressément de faire du traditionnel. Ça me va. Le problème avec le traditionnel, c'est que la marge de manœuvre pour les modifications est plus pénible. Il faut vraiment refaire à côté, refaire du montage et tout. Donc là, pour le coup, j'exige un brief vraiment bien fait pour éviter d'avoir des retours, justement, ou d'en avoir le moins possible. Mais les illustrations de Pénombre, elles sont magnifiques. Hein. Il paraît. Oh, ouais. Merci beaucoup. Après, je vois tout ce qui se fait dans le jeu de rôle. Je vois pas. Enfin, j'ai peut-être pas assez de recul, j'en sais rien. Mais quand je vois tout ce qui se fait, il y a des trucs incroyablement beaux. Oui, il y a des trucs incroyables. Mais en fait, il y a des ce que j'appelle les scories de la. Je dirais de ces clichés de la fantaisie Alors là, pour le coup, je suis pas responsable parce que c'est vraiment le lore de Mathieu Gabory qui est lui-même ultra singulier, d'une poésie hallucinante. Donc c'est vraiment un terrain fertile à faire des choses chouettes. Mais je peux pas m'approprier tout le, tu vois. Oui, mais justement, je trouve que c'est ça qui, alors peut-être c'est lié à l'univers de Mathieu, mais il y a une élégance et en même temps il y a aussi une noirceur sur certains dessins, mais on évite moi j'adore les loups-garous, j'adore les orques, les barbares et tout ça, mais force est de constater qu'au bout d'un moment c'est difficile de créer un orque ou un loup-garou qui soit pas tout musculeux, tout veineux. Ça fait partie des trucs, tu vois, en jury proto où on voit énormément des thématiques qui se répètent. Et des fois, on en a marre de voir des orques et des robots. Enfin, tu vois, il y a des thématiques. Oui. Et après, ça, c'est pas grave parce que ensuite l'éditeur, lui, peut rechanger et adapter la thématique et l'univers en fonction de plein de choses. De ses goûts un peu moins, enfin, pas autant que de la demande ou des tendances actuelles, en fait. C'est pour ça que le jeu de société, c'est vraiment, on est à l'écoute de tout le monde, quoi. Et pour moi, c'est vraiment un objet culturel. Vraiment, même si on a énormément de mal à le faire reconnaître par notre gouvernement. C'est très compliqué, alors si avec ça. C'est un vaste sujet. Oui, disons c'est pas dans les priorités de l'État, la culture. Oui, non, la culture, non. De toute façon, ils n'auraient pas laissé Rachida Dati aussi longtemps si ils en avaient quelque chose à faire. Donc, oui, on a le même ministre on a eu le même ministre de tutelle. Ah ouais. Oui, donc oui. Mais c'est évident. En plus, c'est la culture, l'ouverture d'esprit, même l'ouverture sur l'altérité. C'est pas des choses à encourager, parce qu'en fait on sait très bien que ça va créer au bout d'un moment des gens qui vont vous regarder dans les yeux en disant mais je suis pas d'accord, j'ai pas envie de ça moi en fait. Donc tout à fait. Donc c'est pour ça que même à l'école c'est la portion congrue
de l'enseignement. Oui. Et à partir de ces boîtes de jeux, est-ce que c'est un travail différent sur les publications jeunesse, sur les livres d'illustration aussi ? Ça reste de l'illustration appliquée dans le monde de l'édition. C'est très comparable. Les contraintes sont un peu différentes, comme je te l'évoquais. Il y a une demande du public où sur une couverture de livre, faut évoquer l'univers, point, en fait. Tu vas pas évoquer la trame narrative, tu vois. Mais sinon, c'est assez semblable, je trouve. Il y a juste que d'un point de vue juridique, et ça, c'est vraiment un point d'orgue sur lequel j'essaie de faire comprendre les choses très maladroitement, certes, mais je voudrais comment te dire ? C'est-à-dire que dans le milieu du livre, on est vraiment considérés comme des co-auteurs. Dans le milieu du jeu de société, on peut l'être, mais certaines maisons d'édition préfèrent nous considérer comme des exécutants. C'est-à-dire que on vient nous chercher pour répondre à une commande. Après, je dis oui, c'est une commande, mais je fais pas des notices Ikea, tu vois, j'illustre pas des lits et des canapés sur comment le monter. Oui. Et il y a vraiment quelque chose où on met ses tripes, un univers auquel on va donner forme. Et puis on vient te chercher pour ton univers, pour ton... Alors certes, tes capacités professionnelles, mais aussi... ton trait. Voilà, ton trait, tes émotions, ce que tu peux mettre dedans. C'est en ça que je dis, je ne fais pas que exécuter une demande. Quand bien même la direction artistique est carrée et externe à moi-même, je ne fais pas de l'exécution. Du coup, c'est pour ça que j'estime que même si on n'est pas en relation directe avec les auteurs de jeux de société et autrices, on n'en est pas moins des artistes et on n'illustre pas, certes, un texte ou une narration, on illustre un système de jeu, mais on incarne aussi une règle et on fait en sorte que le jeu soit agréable, pas que à jouer. Soit agréable à jouer, mais encore plus avec ce côté immersif. Et moi, j'aimerais bien travailler un peu plus avec les auteurs et les autrices qui en font la demande, en tout cas, parce qu'il y en a certains qui disent non, je m'y connais pas très bien, donc j'ai confiance en vous, débrouillez-vous entre éditeurs et artistes. Voilà. Et justement, pour aller dans ton sens, est-ce que tu as déjà dans ta tête des idées d'un univers, mais pour lequel tu devrais... c'est toi qui serais à l'initiative de cet univers-là et demander à un auteur de le schématiser avec des règles. Alors, ça m'est... Vu que toi, tu n'aimes pas faire ça. Créer des règles ? Oui, c'est-à-dire avoir l'univers, mais justement rencontrer un créateur ou une créatrice de jeu. J'ai des idées de trucs, effectivement, que j'ai balancé un peu, notamment sur des jeux un peu coquins, par exemple, où je voudrais qu'on fasse un metagame aussi, un jeu sur comment créer un jeu, mais dans le but de cette recherche d'empathie et de compréhension des autres métiers. Alors, pas forcément un jeu à destination du grand public, mais au moins à destination de tous les corps de métier qui satellitent autour de l'objet final. Voilà, les réseaux des cafés ludiques, les boutiques ludiques, les médiathèques, les festivals, les diffuseurs, les médias, tout ça. Les as d'or et les prix, enfin tu vois. Et je voudrais créer un jeu où, et c'est un peu en train de se faire au sein du groupement interprofessionnel du jeu de société, justement. On est en train de créer un truc en parallèle pour vraiment comprendre les enjeux de chaque corps de métier. C'est pourquoi les illustrateurs demandent des droits d'auteur, pourquoi il ne faut pas d'intelligence artificielle générative dans le milieu du jeu de société. Pourquoi, tu vois, comprendre aussi les enjeux des boutiques, comprendre les tarifs, pourquoi un jeu coûte ce prix-là. Tu vois, c'est un jeu de curseurs, en fait. Où est-ce qu'on place les curseurs et voilà, pourquoi, qu'est-ce qui changerait si on passe en objet culturel, voilà, toutes ces questions. Donc oui, j'ai des univers, mais j'ai aucun jeu que j'ai créé, que j'ai illustré à partir d'une idée qui a été ensuite adaptée par un auteur. Mais ça pourrait peut-être
Moi, j'avais envie de créer un jeu. Je sais pas si j'en parle là, parce que du coup, je vais me faire piquer l'idée. Non. Je voudrais créer un jeu où on construit, je sais pas trop quoi, j'ai dans la tête un château fort, et en fait, ce serait des cartes transparentes, et tu vas superposer des choses, des objets, et tu vas, à la fin du jeu, c'est un système que j'aime bien dans un jeu, c'est qu'à la fin de la partie, t'as quelque chose de construit, t'as ton truc à toi que t'as construit toi-même, et t'es tout content parce que tu le regardes, et c'est un peu comme à la manière d'Archimboldo, par exemple. Et donc j'aimerais bien, mais j'ai aucune idée de quoi me faire comme règle, tu vois. Donc, si on a des auteurs et autrices. À l'appel à témoins, voilà. Ouais. Si jamais vous regardez ce spin-off, vous contactez Maud Chalmel, et l'aventure Fluide Glacial, qui est du coup, tu le considères comme une petite récréation, comme un petit à côté? Alors en fait, c'est malheureux à dire, parce que moi j'aimerais bien leur donner plus de place à Fluide Glacial, en fait, trouver le temps. Et je sais pas, comme la bande dessinée, ça me demande beaucoup plus d'efforts intellectuels. J'ai envie vraiment de m'appliquer, de me poser, de pas être dérangée à ce moment-là. Donc, malgré moi, c'est quelque chose que je fais passer de manière secondaire dans mon planning. Et en fait, il faut que j'arrête ça, parce que moi, j'ai envie de travailler un peu plus dans la BD, un peu plus avec eux, pour eux. Et puis ils me demandent aussi régulièrement, ils me relancent, tu vois, donc je me sens un peu désirée. Et on aime bien ça, nous. Donc voilà, c'était quoi la question déjà? C'était voilà, où tu en es dans l'aventure Fluide Glacial. Mais tu as très bien répondu. Là, on est en train de finir un album, parce qu'il y a plein de petites histoires que j'illustre en planche BD avec ce grand talentueux JMR, qui est un auteur chouette. Donc on est en train de préparer un album sur des monstres de tout genre. J'en dis pas plus, mais c'est vrai, sous sa plume, c'est incroyablement chouette. Et moi, je viens y apporter... lui, comme Fluide Glacial, a vraiment compris qui j'étais. Enfin, je pense que c'est vraiment un bon combo, parce que j'y apporte ma poésie et ma délicatesse et des poils de cul. Donc, en fait, c'est vraiment... c'est moi, en fait, tu vois. Oui, poésie, délicatesse et poils de cul. Voilà, c'est ça. Mais ça, comme épitaphe, je veux la mettre. Oui, d'accord. Voilà. Ouais, non. Bah oui, non, franchement, c'est... Faire du zob pour du zob. Enfin, tu vois, tu places des trucs, mais avec poésie et délicatesse, on dénonce aussi certains monstres, tu vois, que ce soit à travers la pédophilie, à travers les IA génératives, à travers... on reprend les monstres traditionnels de la momie, de Nessie, tu vois. Mais en y intégrant les monstres modernes et cachés. Et les monstres sont pas souvent c'est le grand sujet de cette BD, c'est que les monstres ne sont pas ceux qu'on croit. Oui. Bah d'ailleurs, il y a tout un grand mouvement de réhabilitation de beaucoup de monstres. Oui. On l'a il y a dernièrement le Frankenstein de Guillermo del Toro fait ça, mais La forme de l'eau, c'était déjà le cas. Oui, il y a des vampires bien plus dangereux que ceux qui vous sucent le sang. Oui, tout à fait. Bah, c'est le thème. Qui vivent des fois, qui rachètent des chaînes, des médias, des journaux. Ouais. Voilà. Qui sont très très gavés de subventions, voilà. Et qui vont critiquer l'assistanat. Et ben c'est des monstres aussi. Oui, je les connais, ces monstres. Voilà. C'est-à-dire, quand on a fini de flipper de ceux qui vivent sous le lit et qu'on se réveille, c'est ceux qui prennent en charge vos existences de tous les jours. Et oui, mais mine de rien, tous ces monstres des contes pour enfants sont ni plus ni moins des métaphores de ceux qui existent vraiment. On prépare nos enfants à ça. Et on s'en rend pas compte quand on raconte Le Petit Chaperon Rouge, par exemple, tu vois, qu'en fait, on envoie sa fille aux putes et que... Enfin, c'est dingue. C'est que des métaphores. Et les gars, ils le savaient à l'époque. Mais nous, on l'a oublié quand on lit ces histoires-là, nos enfants. Oui, mais parce qu'après, le problème de tout ce qui est conte de mise en garde... ou même toute œuvre pamphlétaire un peu underground qui dit quelque chose, c'est que la meilleure arme du système, c'est de tout niveler. Elle nivelle tout. Et je le vois, moi, je suis un grand lecteur de
de bande dessinée américaine et les super-héros ont toujours été des œuvres très politiques, très politisées. Parce que ça a été fait dans un certain contexte par des dessinateurs qui vivaient dans des quartiers très multiculturels, sans beaucoup d'argent. Et donc, en fait, quand ils parlaient d'une réalité, c'est une réalité non pas forcément blanche, mais c'est surtout une classe ouvrière. Oui. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, quand je vois Hollywood qui fait des films qui coûtent des millions de dollars et qui donnent une bouchée de pain à celles et ceux qui, des fois, ont même disparu dans la plus grande pauvreté, alors que c'est eux qui ont créé les personnages, et que tout l'aspect, justement, politique qui était dans les œuvres qui sortaient mensuellement sont effacés parce qu'on veut pas se mettre mal avec tel ou tel gouvernement ou ce genre de choses. Je me dis, c'est ça le grand drame, en fait, c'est que on récupère un conte qui était profondément, ou une histoire qui était profondément subversive et engagée, pour en faire quelque chose de tout délavé, de tout... pour rentrer dans un moule. Dans un moule, et en même temps, il y a une sorte d'engagement, c'est comme le greenwashing, mais d'engagement washing, genre, vous avez vu, je vous ai adapté ce personnage qui en dit des choses. Et puis tu vois le film, dit, bah oui, il dit plus rien. Ouais. Mais quand même, à la base, il disait des choses. Hein. Mais c'est un vaste sujet, ça. Et je trouve que c'est un truc qui est... On veut tellement bien faire qu'au final, ça pourrit le truc, tu vois. Oui. J'ai tellement de choses à dire sur le sujet, mais oui, mettre des personnages noirs partout pour s'excuser de quelque chose, tu dis, mais en fait, c'est pire ce que tu es en train de faire. Parce que ces personnages-là, tu peux leur créer des personnalités, leur créer leurs propres histoires, au lieu de vouloir les remplacer pour s'excuser platement, tu vois. Cette manière qu'on a aussi de mettre un voile de pudeur sur les atrocités qu'on a pu faire. Non, en fait, il faut l'assumer, il faut que ça reste, il faut pouvoir... ça me fait penser au personnage de... On digresse, hein. Non, mais on digresse, mais alors pour les gens qui ont l'habitude de regarder, ou soit d'écouter Blockbuster, soit de regarder spin-off, ils ont l'habitude. En fait, c'est pas des digressions. Pour moi, tout fait partie de la même chose. Il y a pas de. Il y a un fil rouge. Il y a un fil rouge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'art sans engagement, quel qu'il soit. Si vous pensez ça, c'est profondément, c'est que vous n'avez pas compris pourquoi les gens font de l'art. Et mais pour moi, le parfait exemple de ça, c'est quand le Captain America a transmis son bouclier à Samuel Wilson. Dans la bande dessinée d'origine, Samuel Wilson, c'est un Afro-Américain travailleur social qui travaille donc avec les grands exclus de Brooklyn, Harlem, etc. Dans la version Marvel Studios, c'est un soldat. C'est un soldat de l'armée américaine. Donc, avant même qu'il reçoive le bouclier, il se promène avec des mitraillettes et un équipement que lui a donné le complexe militaro-industriel. Donc, quand Captain America lui remet son bouclier, le statu quo, il veut le préserver parce qu'il est soldat, il a l'habitude d'obéir aux ordres et à l'État américain. Dans la bande dessinée, quand Captain America lui donne le bouclier et qu'il y a une partie des Américains qui disent « Ah non, mais moi je veux pas d'un Captain America noir », et ben il dit « Je vous emmerde ». Voilà, ça faut garder ça. Et oui, et en fait c'est la simple différence entre la version cinéma et la version BD, oui. C'est qu'en fait si on note juste ce détail, effectivement dans les deux cas c'est un Captain America noir, sauf que dans un c'est un travailleur social et Steve Rogers se dit il a le compas moral qu'il faut pour hériter de mon bouclier. Dans l'autre, c'est un soldat qui a l'habitude de tenir des armes. C'est pas du tout le même personnage. Mais qui fait ça du coup? C'est Marvel. C'est la différence entre Marvel Studios et Marvel Comics. Ouais. Et le problème, c'est que il y a énorme. Du coup, le grand public connaîtra une version du Captain America noir et dire vous avez vu, ça a pas marché parce que le personnage est pas intéressant.
mais il n'est pas intéressant parce qu'il n'a jamais vraiment été adapté tel qu'il l'était. Oui. Si jamais on avait fait de ce Samuel Wilson au cinéma ce qu'il était en bande dessinée, je vous jure qu'il y en aurait des histoires à faire. Parce que le Captain America noir de la bande dessinée, une de ses premières décisions, c'est d'aller à la frontière entre le Mexique et les États-Unis et aider des migrants à passer sans se faire choper par des polices ou des polices privées qui veulent les... Et il fait ça en s'opposant directement au gouvernement américain. Et c'est pas du tout la même charge Non, pas du tout. que... Voilà, mais c'est Disney aussi derrière, Oui, tu vois. voilà. On édulcore tout. On édulcore et même on travestit une certaine idée qui n'était pas du tout là. Oui, là c'est plus du dépoussiérage, c'est insultant en fait. Enfin, c'est dommage, on oublie les origines de tout et il faut arrêter ça. Disney, Marvel, tout ça. En tout cas, moi, c'était un plaisir. Ouais. Oui. Cool, Oui. C'était partagé. Eh ben, tant mieux. Voilà, c'est la fin de ce spin-off consacré, de cette saga de spin-off consacré à l'univers Ludiverse. On se retrouve sur la plateforme du Studio 17. On reprend les bonnes vieilles habitudes. Tous les mardis à 9h, un nouvel épisode de spin-off. Plein de bonnes choses. Et bisous. Salut.